Certains voudraient que vous baissiez les yeux. Bientôt, vous ne pourrez plus boire ou manger comme autrefois. Avec le Covid, on vous a caché la vérité sur les masques et le dépistage massif. Petit à petit, ce que l'on pouvait dire hier n'est plus possible aujourd'hui. Google et YouTube nous pénalisent. Ce n'est pas un hasard si la loi Avia qui restreint nos libertés est la première loi votée après le confinement. On commence à vous habituer à obéir servilement et pister vos déplacements. Petit à petit, on vous apprend la soumission. Mais il y a des lueurs d'espoir. Ne les gâchez pas. Entrez en résistance. Vous avez les clés de TV Liberté. Bienvenue à tous pour ce nouveau Zoom avec Xavier Leguet à mes côtés. Bonjour monsieur. Bonjour. Xavier Leguet, vous êtes ancien collaborateur d'Élu à Asnières-sur-Seine et aujourd'hui vous nous présentez ce roman, votre premier, 1er décembre, dédié au sujet des Gilets jaunes. On va pouvoir en parler dans un instant. Un ouvrage de 150 pages à peu près. Donc je le disais, votre premier roman. Je précise à nos téléspectateurs qu'on enregistre ce Zoom le 18 mai, soit 2 jours après la première manifestation post-déconfinement, post-confinement en fait. Xavier Leguet, qu'est-ce que vous avez pensé des manifestations qui étaient d'ailleurs interdites par les autorités publiques? Malgré tout, quelques centaines de gilets jaunes ont pu se réunir dans les grandes villes de France. Qu'avez-vous pensé de ce premier mouvement après le confinement? Écoutez, comme ça pouvait être prévisible, c'était très, très épars et il n'y avait pas énormément de monde. On a vu que la police avait déployé des grands moyens, encore une fois, pour se prémunir de manifestations. On a vu les Bravem tourner autour du Louvre dans l'après-midi de samedi. On a vu beaucoup de gendarmes mobiles en bas des Champs-Élysées. On a vu au final très peu de monde dans les rues de Paris pour manifester. Donc encore une fois, on a assisté à une sorte de mise en scène en fait, théâtrale de la part du gouvernement qui a fait comme si on allait repartir de plus belle, alors qu'en réalité, le contexte s'y prête pas forcément, qu'il y a eu un gros ralentissement en fait, dans la mobilisation. Et bon, c'est une manifestation, c'est un petit retour timide, on va dire. Voilà. On a vu même une femme matraquée au niveau de la tête à Montpellier, une scène de violence filmée et relayée sur les réseaux sociaux. Est-ce que pour vous, ça dénote un petit peu avec ce qui s'est passé ces derniers temps dans les banlieues, alors que certains individus avaient bravé les interdictions de sortir de chez soi? Écoutez, on voit qu'il y a un deux poids, deux mesures qui est quand même assez flagrant. C'est-à-dire que d'un côté, on est face à des individus qui sont purement dans la délinquance et une délinquance qui au final est très très peu réprimée. Et de l'autre côté, on a des individus qui sont dans une contestation politique et on voit que les contestations politiques, pour le coup, font l'objet d'une répression bien plus importante. On a vu des gens se faire pousser, matraquer. On a même vu les forces de l'ordre arroser, j'étais à Toulouse je crois, arroser de gaz lacrymogène une place quasiment vide avec juste quelques promeneurs. Et dans le même temps, on a pu voir hier soir, par exemple, à Argenteuil, et même pendant le confinement, qu'il y a eu des scènes de violences urbaines assez importantes tout de même, avec une répression qui n'était peut-être pas à la hauteur des événements. Interdiction de manifester, interdiction de sortir d'un périmètre de 100 km autour de chez soi. On voit qu'il y a une réelle restriction actuellement des libertés publiques au nom de ce que certains appellent le sanitairement correct. Est-ce que vous pensez que le gouvernement peut prendre goût, j'allais dire, ou en tout cas aurait la tentation de faire rentrer ces interdictions dans le droit commun ?
Écoutez, moi, ça a été une de mes premières inquiétudes, en fait, quand j'ai vu comment allait se dérouler le confinement, quand j'ai vu les premières règles qui ont été mises en place, l'attestation de sortie, la surveillance généralisée, avec même parfois des drones à la campagne, etc. Maintenant, on nous parle de déconfinement, mais les bars et restaurants ne sont pas ouverts, les gens n'ont pas le droit de dépasser 100 km, on les surveille, on nous menace en permanence de sanctions si jamais on dépasse le cadre des 100 km, qui d'ailleurs, pour le coup, est quelque chose de très compliqué à vérifier pour les forces de l'ordre. Il n'y a pas un vrai cadre légal. Mais je pense qu'il y a une tentation peut-être de la part des pouvoirs publics de limiter les libertés publiques, ou de faire des tentatives en tout cas de restriction des libertés publiques. Je ne sais pas dans quel objectif, peut-être pour accoutumer le peuple à de temps en temps des mesures restrictives de liberté. Ce que je crains en fait par rapport à ça, c'est surtout l'effet cliquet. C'est-à-dire que quand on commence à faire rentrer des dispositions dérogatoires au droit commun, que finalement ça devient la norme. Le non-retour à la normalité, à la situation antérieure. Exactement. Et j'ai peur aussi que ce soit une façon peut-être d'accoutumer psychologiquement la population à accepter de temps en temps, face à un danger, face à quelque chose de pas forcément très contrôlable, de les habituer à ce que leur liberté soit restreinte pour leur bien. On a un petit peu, est-ce qu'on assiste, selon vous, à un pouvoir démocratique qui est en train de prendre goût, en fait, et qui est en train de se mettre dans la peau d'un pouvoir autoritaire ? Écoutez, autoritaire, oui, certainement. Après, tout dépend de ce qu'on met dans autoritaire, c'est toujours la même chose. C'est compliqué à définir, mais dans leur vision du monde, je pense qu'ils ne sont pas autoritaires, bien évidemment, ils font ça pour le bien des gens, mais dans les faits, on se rend compte que le pouvoir, non content de limiter les déplacements, limite aussi le droit à manifester, puisqu'on a vu avec les manifestations des Gilets jaunes de l'an dernier qu'il y a eu des mesures qui ont été prises d'interdiction de regroupement, des arrestations préventives, tout un tas de choses qui dérogeaient un petit peu à ce qu'on avait l'habitude de connaître. Et en plus de ça, le gouvernement cherche à restreindre les libertés, la liberté de penser d'une manière générale et la liberté d'expression, comme on le voit avec la loi Avia. Je pense que le fait que toutes ces mesures arrivent un peu concomitamment, ça interroge. On va le voir à partir du 2 janvier si le gouvernement lève ou non cette interdiction de sortir d'un périmètre de 100 km autour de chez soi. Est-ce que vous croyez à un retour en force des Gilets jaunes sur le devant de la scène, en tout cas des Gilets jaunes dans leur façon de s'organiser avant la crise sanitaire ? Je crois à un retour en force de la contestation sociale, ça c'est indéniable. Un retour des Gilets jaunes tels qu'on a pu les connaître, c'est compliqué. Déjà, il y a eu énormément de dissensions à l'intérieur même du mouvement, qui n'a jamais, de toute façon, été forcément d'une homogénéité totale. On a assisté aussi à une grosse répression qui a fait peur à pas mal de gens, et ça peut se comprendre, c'est-à-dire peur physique, peur légale. On a vu que c'était très compliqué aujourd'hui de faire des manifestations spontanées comme on a pu les connaître au début. Donc je ne suis pas sûr qu'on assiste à un retour des Gilets jaunes sous leur forme originelle. Mais on va assister, oui, à un retour de la contestation sociale, alors peut-être plus sectorielle, peut-être un retour en force de la contestation des soignants, qui pour le coup ont beaucoup de récriminations à l'égard du gouvernement et beaucoup de choses à revendiquer. Et d'une manière globale, oui, il y aura un retour des contestataires, mais je ne sais pas encore sous quelle forme. Peut-être des Gilets jaunes, mais pas comme on les a connus, je ne pense pas. Vous pensez que les Gilets jaunes doivent aujourd'hui réellement se réinventer, ou alors que ça va se terminer et laisser peut-être la place à une autre forme de contestation ? À mon avis, ça va laisser place à une autre forme de contestation, même si l'esprit Gilets jaunes n'est pas mort. Parce qu'aujourd'hui, les Gilets jaunes, c'est un esprit, c'est quelque part au départ, c'était un signe de reconnaissance adopté par l'ensemble des contestataires, qui sont une sorte de bannière, voilà, qui réunissait des gens de tous horizons, de toute pensée politique, et avec toutes sortes de revendications, qui pouvaient être des revendications d'ordre social, d'ordre fiscal, d'ordre politique, enfin un peu de tout. Aujourd'hui, je pense que les contestataires vont l'être beaucoup plus sur le plan social, plus que politique peut-être, dans un premier temps, avec toutes les destructions d'emplois qui vont être afférentes au contexte actuel, avec la crise économique qui s'annonce d'une manière générale. À cause du chômage, récession, à cause du chômage, récession, la dette, etc. Bien sûr, il va y avoir ça. Et donc c'est pour ça qu'on n'aura peut-être pas des contestataires sous la forme gilet jaune, mais l'esprit gilet jaune peut-être, oui.
Comment vous expliquez, Xavier Leguet, que ces gilets jaunes qui sont la thématique principale de votre premier roman, 1er décembre, n'aient pas réussi à se faire réellement entendre des autorités publiques? On voit que le RIC est complètement passé aux oubliettes, en tout cas, dans l'esprit des gens qui nous gouvernent. Le RIC est un outil beaucoup trop démocratique, je pense, pour un pays qui fonctionne avec les règles qui sont les nôtres. Et les Gilets jaunes je pense que les Gilets jaunes se sont fait entendre. Je pense qu'ils ont été bien trop entendus, justement, et c'est pour ça qu'il y a eu une telle répression à leur endroit. C'est pour ça qu'on a assisté à des scènes absolument délirantes et qu'on voit aujourd'hui qu'il y a une très grande fébrilité de la part du pouvoir dès qu'on prononce le mot gilet jaune ou qu'on évoque une contestation à venir. Donc les gilets jaunes ont peut-être été trop entendus, ils n'ont pas été assez écoutés en réalité. C'est-à-dire qu'on fait droit à aucune de leurs demandes, le pouvoir continue à mépriser les classes populaires, le pouvoir continue à mépriser tout ce qui ne va pas dans son sens. Et les gilets jaunes ont été entendus, n'ont pas été écoutés. Les gilets jaunes, aujourd'hui, on a un petit peu l'impression que ça veut un peu tout dire, rien et un peu tout et n'importe quoi. Est-ce que, au fond, c'est pas une doctrine commune qui manque à ces gilets jaunes? Est-ce que c'est pas un chef qui leur manque? Alors, je sais qu'en ce moment, ça fait débat, puisque j'ai entendu Jérôme Rodriguez en parler, et je sais que depuis pas mal de temps, on se pose la question de savoir si ce mouvement n'aurait pas besoin, effectivement, d'une charte et d'un leader, un petit peu comme ce que tente de faire François Boulot ou d'autres. Et en même temps, la nature profonde de ce mouvement, ça a été d'être apolitique, apartisan, sans chef, et plutôt fédéré autour de revendications qu'autour d'une doctrine. Et je ne sais pas si aujourd'hui, le fait de chercher à avoir un corpus de règles ou une doctrine ou vraiment quelque chose qui y ressemble, plus un chef, un leader, un porte-parole, je ne sais pas comment on peut l'appeler, je ne sais pas si ce ne serait pas justement ce qui dénaturerait totalement et qui irait en totale opposition avec la formation initiale de ce mouvement. Cette contestation, vous nous le disiez, Xavier Leguet, elle risque d'évoluer peut-être sous une autre forme que celle des Gilets jaunes. Est-ce qu'au fond, vous n'avez pas peur que ce mouvement des Black Blocs que l'on a pu observer au terme pendant ces manifestations, que ce mouvement revienne toujours mettre le désordre dans une certaine forme de contestation, celle qui pourra avoir lieu après vraiment le déconfinement, celui qu'on subit actuellement? Si, probablement, puisqu'on voit que depuis plusieurs années, c'est une constante en général. La plupart des manifestations sont accompagnées d'un cortège de tête ou de Black Blocs, comme on les appelle, et une espèce d'ensemble un petit peu composite avec diverses tendances à l'intérieur. Et alors, de là à penser que c'est instrumentalisé par l'État, j'irais peut-être pas dire ça directement. Je pense qu'il y a un laisser-faire, oui, ça c'est sûr, puisque des syndicalistes policiers l'ont évoqué d'ailleurs à plusieurs reprises, qu'il y a une forme de laisser-faire, alors sûrement pour discréditer les manifestants et puis derrière réprimer un peu plus violemment, mais en tout cas on voit qu'il y a une utilisation des Black Blocs en général qui n'est peut-être pas totalement claire. Après, je sais que certains pensent qu'il y a des policiers infiltrés dedans. Alors il y a des policiers infiltrés partout d'une manière générale. Je ne sais pas si on est vraiment dans une logique purement active de ce côté-là ou si on est vraiment au contraire dans une sorte de manipulation un peu en retrait. Est-ce que vous avez, pour l'écriture de votre roman, été en rapport avec des leaders gilets jaunes, vous l'évoquiez à l'instant, Rodriguez ou d'autres? Alors j'ai pas été avec des leaders, j'ai été avec des gens très impliqués dans le mouvement à échelon plus local, on va dire. J'ai moi-même participé à la plupart des manifestations entre novembre 2018 et mai 2019. J'ai vécu le 1er décembre, qui est la thématique de mon roman, je l'ai vécu directement sous l'Arc de Triomphe, donc j'y étais, j'ai vu tout ce qui s'était passé et j'ai eu l'occasion de parler avec beaucoup de gens. J'ai beaucoup discuté, j'ai beaucoup écouté un petit peu ce qu'on me racontait, j'ai beaucoup observé comment ça se déroulait. Je me suis un petit peu renseigné aussi auprès de gens que je connais, anciens policiers, etc., sur les questions de maintien de l'ordre. Voilà, j'ai fait mon travail un petit peu comme un reporter quelque part. Est-ce que vous ne pensez pas que les Gilets jaunes, ou en tout cas ceux qui aspirent à plus de contestations dans les semaines, dans les mois à venir, auraient intérêt à diversifier leurs opérations, en tout cas par rapport à celles qu'on a pu voir lors des dernières manifestations des Gilets jaunes? Ça dépend ce qu'on entend par diversification des opérations, mais je pense que ce qui manque, c'est la reprise des ronds-points.
Ça, pour le coup, c'était vraiment ce qui signait l'identité même de ce mouvement et qui permettait d'avoir une véritable proximité avec la population. Quand on arrivait, j'ai eu l'occasion de le voir plusieurs fois, je vais très souvent dans le Var, et dans le Var, il y avait beaucoup de ronds-points avec énormément de gens, et cette activité purement locale, avec 50, 60, 70 personnes, des cabanes, des barbecues qui permettaient de discuter avec eux. Ça, c'était vraiment un mode d'action que je trouvais excellent, qui était la meilleure chose à faire. Et c'était essaimé partout sur le territoire, ça quadrillait totalement la France. C'était bien. Les gens se réunissaient, on les voyait communiquer entre eux et ça donnait une bonne image à ce mouvement. Tout à fait, c'est une image pacifiste, une image réfléchie, une image solidaire. Enfin, ça avait quelque chose de très très agréable. Voilà. Est-ce que vous ne pensez pas qu'ils auraient intérêt, ces gilets jaunes, à durcir leur mode de contestation et peut-être même à utiliser une certaine forme de violence, de force en tout cas ? Utiliser la violence et la force contre un État qui a le monopole de la violence légitime et qui sait très bien se défendre, parce que bon, voilà, le pays est peut-être mal gouverné, mais en tout cas, il est plutôt bien défendu face aux contestataires quand ils sont d'ordre politique. Je ne pense pas que ce soit... je sais que beaucoup en rêvent, mais je pense que ce serait peine perdue. On avait vu ce qui s'était passé avec ce boxeur amateur ou semi-professionnel qui avait pris à partie un CRS en lui mettant des coups de poing sur un pont. Détingé, oui. Est-ce que... Au-delà de ce développement, de ce renforcement de la force, est-ce que vous n'avez pas peur, au fond, que face à un pouvoir qui reste sourd aux recommandations, à la contestation, il y ait carrément une radicalité, un petit peu à l'image de ce qu'on a pu voir au Pays Basque avec ETA, avec en Corse le Front de Libération, le FLNC de la Corse. Est-ce que vous n'avez pas peur d'une espèce d'entrée dans la clandestinité de certains contestataires? Alors, je pense qu'il y a certains contestataires qui sont déjà dans la clandestinité, puisqu'ils sont certes gilets jaunes, mais qui ne sont peut-être pas tout à fait des éléments apolitiques. Il y en a qui font partie déjà de groupes anarcho-autonomes ou anticapitalistes, ou qui ont l'habitude, en fait, si vous voulez, de faire des actions clandestines, du sabotage, des choses comme ça. Donc, de toute façon, oui, je ne pense pas que ce soit des gilets jaunes qui rentrent dans la clandestinité, mais plutôt des éléments qui étaient dans les gilets jaunes, qui sont à côté de ça dans des groupuscules politiques qui, eux, sont capables, effectivement, ont la connaissance, les capacités de faire des actions clandestines. Ce que, à titre personnel, j'encourage pas, puisque ça crée des difficultés, en fait, à la population, enfin, saboter des réseaux électriques ou couper Internet ou des choses comme ça. Au final, c'est les gens ordinaires qui en pâtissent. Ça n'affaiblit pas les élites. Ça n'affaiblit pas le gouvernement et c'est pas forcément un bon mode d'action. Donc, Est-ce que vous pensez que la restructuration, Xavier Leguet, du paysage politique français tel qu'on a pu l'observer avec l'émergence de ce parti LREM, le parti présidentiel, et la destruction des partis dits de gouvernement, PS et les Républicains UMP, est-ce que vous pensez que cette évolution va de pair avec justement l'émergence de ce mouvement des Gilets jaunes qui est, vous le disiez tout à l'heure, totalement apartisan, sans leader? Est-ce qu'on peut faire un comparatif, un parallèle entre ces deux phénomènes? Oui, c'est cohérent, parce que quand on a la constitution d'un bloc élitaire qui se ressent et qui se définit comme tel, parce que LREM, c'est vraiment l'union de la bourgeoisie de gauche et de la bourgeoisie de droite, enfin bourgeoisie au sens politique du terme, hein, pas forcément marxiste, on voit que en parallèle, il y a forcément la constitution d'un bloc populaire, puisque les gens qui sont perdants de la mondialisation face à ceux qui sont gagnants, on voit que le clivage, il s'opère comme ça. Et en revanche, à l'intérieur, ce que je pense, c'est qu'à l'intérieur du bloc élitaire comme du bloc populaire, il existe encore un clivage gauche-droite. Voilà. C'est-à-dire que les élites ne sont pas forcément toutes homogènes, le peuple n'est pas homogène non plus, et on se retrouve, au lieu d'avoir un clivage qui était purement horizontal, on a un clivage maintenant qui est à la fois horizontal et vertical. On a pu assister aussi lors de ces dernières manifestations des Gilets jaunes à une reprise en main, en tout cas à l'émergence de groupes de gauche, d'extrême gauche, qui ont pu prendre la main sur ces Gilets jaunes, alors qu'au départ c'était vraiment un mouvement vraiment apartisan et un mouvement de salariés, de petits patrons. Est-ce que cette reprise en main par des partis de gauche ont pu nuire aux Gilets jaunes?
Ah bah ça a nui puisque ça a transformé quelque part l'image des Gilets jaunes, ça a modifié aussi les revendications. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a une grosse partie de ce qu'on appelle les Gilets jaunes d'aujourd'hui, je sais que beaucoup de gens font la distinction entre Gilets jaunes du début et Gilets jaunes d'aujourd'hui, de ce qui reste aujourd'hui. Il y a un côté très dénonciation des violences policières, on est un petit peu sur quelque chose de justifié mais de répétitif. Et au départ, il est vrai que pour le coup, comme vous dites, il y avait beaucoup de petits patrons, il y avait des petits entrepreneurs, il y avait un peu de tout, il y avait un électorat beaucoup plus conservateur. Et je pense que tout ça, c'est lié en réalité à la répression, puisque quelque part, les membres des Gilets jaunes plus conservateurs venaient essentiellement des provinces, des zones périphériques, périurbaines, rurales, etc. Et ça a été beaucoup plus compliqué pour eux de manifester tous les samedis dans les grandes villes au risque de se faire arrêter sur la route, mettre en garde à vue ou réprimer violemment dans les manifs. En revanche, la frange plus à gauche, elle est en général beaucoup plus proche des centres-villes. C'est une sociologie beaucoup plus urbaine. Et du coup, elle a pu continuer en fait à se mobiliser, ce qui a d'autant facilité la récupération par certains courants politiques. Ça sera ma dernière question, Xavier Leguet. Votre ouvrage, et ça sera la seule référence au récit, fait référence à un coup d'État organisé par un groupement de militaires. Est-ce que vous croyez que dans une certaine mesure, un soulèvement de la police ou de militaires peut être envisageable ? Alors pour ce qui est du roman, c'est vrai que j'ai pensé au coup d'État. Je suis plus sur pour les lecteurs, je vais rien divulgacher comme on dit, mais je vais préciser que je suis plus sur la volonté d'un coup d'État que sur c'est pas un récit de coup d'État, c'est un récit plus de prospective, on va dire. Non, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient le souhait que les forces armées rejoignent le peuple, en fait, pour renverser le gouvernement, etc. On sait très bien que c'est pas possible, mais il y a eu pendant un moment quelques militaires en retraite, je pense à Tauzin, je pense à des gens dans ce style, qui étaient vraiment mécontents, en fait, de la façon dont le peuple était traité, et qui disaient, on est prêt à vous remplacer. Picmal aussi. On peut penser à des gens comme Picmal, voilà exactement, toute cette nébuleuse-là. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens sur le terrain qui espéraient même que quelqu'un comme le général de Villiers puisse éventuellement prendre la tête d'une contestation ou rentrer au gouvernement ou que sais-je. Et moi, je suis parti en fait de cette idée-là. Je me suis dit, et si quelques militaires en retraite et quelques militaires exaspérés par ce qui se passe se disaient, on va soutenir le peuple, on va éventuellement les protéger, on va voir ce qui se passe. Voilà, je suis parti de cette logique-là. Parce que je pense qu'il n'y a pas de révolution sans un soutien, ou bien un soutien étranger, ou bien un soutien des corps constitués. Ça s'est jamais vu. Donc. Un 14 juillet, alors que un maximum de soldats sont présents à Paris autour d'une tribune présidentielle. C'est peut-être ce qu'on pourra lire dans votre roman, Xavier Leguet. Je rappelle le titre donc, de votre roman, Le 1er décembre, et les éditions, vous avez auto-édité. J'ai auto-édité, oui. Voilà. Donc merci Xavier Leguet d'être venu sur le plateau de TV Liberté. Merci à vous.